issu de la vieillesse, en fait. Et que, bon, c'est le genre d'angoisse qu'on peut avoir, quand même. Mais j'ai pas dit. Alors, sur les inégalités, je vais présenter quelques propos très généraux, ce qui est le style d'une conférence introductive, et quelques-uns peut-être un peu provocateurs, et je voudrais dire aux étudiants qu'il ne faut pas considérer ça avec ce que je vais dire avec beaucoup de sérieux. Il ne faut pas que ça vous détourne de vos projets. Ce qui me frappe dans la sociologie des inégalités, c'est que c'est un gouffre sans fin. On peut, à l'infini, définir des inégalités, étudier les inégalités. C'est un objet inépuisable. Je veux dire, je peux distinguer des catégories d'acteurs, alors les patrons, les ouvriers, les jeunes, les vieux, les hommes, les femmes, les minorités, les majorités, les gens de Montréal, les gens de Québec, les gens... La liste est infinie, et je regardais des sujets de thèse, d'ailleurs, il y en a auxquels je ne pensais pas, les malades, les gens pas malades, ça dépend des maladies, on peut... Et puis on peut définir les indicateurs ou les biens sur lesquels on est inégaux. La fortune, l'argent, le prestige, le capital social, l'accès aux ressources, la qualité de la vie, la sécurité, l'insécurité, le pouvoir. Et vous voyez très bien comment, si vous mettez en ligne les catégories et en colonne les indicateurs, vous obtenez facilement 20 catégories en ligne, 20 catégories en colonne, et vous avez 400 inégalités disponibles. Et puis, si vous êtes un peu malin, vous en inventez une autre sans difficulté, vous intersectionnalisez. Donc, c'est un très bel objet parce que on n'est jamais déçu. Dès qu'on mesure, il y en a des inégalités. Et en même temps, c'est un faux bel objet parce que comme nous sommes tous liés quand même à l'histoire démocratique, qui est l'histoire de la conviction de notre égalité fondamentale, les inégalités nous indignent en général, et donc on a à la fois les bénéfices d'une sorte d'indignation morale et un objet, au fond, pas très compliqué sous la main. Voilà. Alors, je vais un peu réagir contre cette tendance, qui se manifeste d'ailleurs parfois dans l'organisation même des projets de recherche des départements. On a des gens qui sont spécialistes d'une inégalité, qui se mettent dans leur coin, et puis qui la cultivent, etc. Et je voudrais essayer de réintroduire la sociologie des inégalités dans une sociologie générale, au fond, en disant, c'est très bien de faire ça, moi je ne sais pas toujours le faire, c'est très bien de le faire, mais encore faut-il que tout ça participe d'une réflexion générale sur la vie sociale, d'une théorie, on pourrait dire, ou que ça soit, oui, un projet général. Alors je poserai 4 questions, dont certaines sont très anciennes et d'autres sont un peu nouvelles, et vous verrez que je vais essayer de les articuler. La première question, qui est une question qui a dominé la sociologie, qui a quasiment disparu aujourd'hui, c'est très étrange. Quand j'étais étudiant, ça s'appelait structure sociale et stratification. Bon, la question était la suivante, est-ce que les inégalités sociales forment un système? Est-ce que les inégalités sociales ont une logique interne qui est la logique de fonctionnement, entre guillemets, de la société? C'était un point partagé par Parsons et Althusser, d'une certaine manière. Ils pensaient qu'il y avait une structure sociale et que les inégalités nous donnaient un mécanisme social. Au fond, ça a été la très grande force du marxisme, mais pas seulement du marxisme. Et j'y reviendrai. Quels sont les régimes d'inégalité? Est-ce qu'il y a un régime d'inégalité ou pas? C'est une question qu'il faut se poser. Ou bien, est-ce qu'on est dans un pointillisme infini de mesure des inégalités? La deuxième question, c'est comment se produisent les inégalités alors que nous vivons dans des sociétés qui, en général, les refusent. On ne rencontre pas beaucoup de gens qui vous disent « je suis très favorable aux inégalités ». Et là, je parlerai plutôt en termes de spécialistes de l'école. L'école, c'est un objet passionnant. La rhétorique dominante sur l'école, c'est le refus des inégalités. Et alors ça, je veux dire, la nature se venge. Ça ne marche pas. Donc, comment ça se produit en réalité? La troisième question que je poserai, c'est au fond les seules inégalités intéressantes, c'est les inégalités perçues comme injustes. C'est d'ailleurs le sujet du bac aujourd'hui en France. Je suis très content, j'aurais eu une très bonne note si j'avais passé le bac.
Oui, je veux dire, la plupart des inégalités ne nous scandalisent pas, elles nous scandalisent quand elles sont injustes. Et ce qui est très intéressant, j'essaierai de vous le dire simplement, c'est qu'il n'y a grosso modo aucun rapport entre les inégalités objectivement mesurées et la perception morale des inégalités. C'est-à-dire que, au fond, les inégalités sociologiquement significatives, c'est celles qui provoquent un jugement social négatif. Et ce jugement social négatif est le produit de croyances ou de contrats sociaux latents et pas simplement le reflet des inégalités objectives. On pourrait dire d'ailleurs des choses assez précises là-dessus dans le climat actuel. Et puis la troisième question que je j'essaierai de poser, c'est que je crois que la sociologie des inégalités doit être couplée à une sociologie morale ou à une philosophie politique. C'est-à-dire que je fais l'hypothèse qu'il y a des paradigmes d'inégalité qui sont pas simplement qui sont des paradigmes cognitifs et moraux, au fond, que nous avons en tête, et on le voit très bien quand on étudie des objets très précis, comme les inégalités scolaires, où la plupart du temps, sans même le savoir, on a dans la tête un cadre qui nous fait voir le monde, et ces cadres, il faudrait que peut-être la sociologie gagnerait à essayer de les faire émerger, de savoir comment, au fond, on pense ces problèmes. Alors, sur le premier point, je vais vous demander de me pardonner, ça fait un peu coup de première année. Je crois qu'il y a plusieurs régimes d'inégalité. Dans la tradition sociologique, présentés comme des régimes successifs, mais en réalité, ils ne sont pas successifs, ils sont plutôt co-présents. Il y a le vieux régime d'inégalité des ordres et des castes, c'est-à-dire des sociétés qui considèrent que les inégalités sont un ordre naturel. Naturel, ça veut dire ça ne veut pas dire qu'elles sont naturelles, ça veut dire qu'on les conçoit comme naturelles, et en général, ce sont des inégalités fondées théologiquement. Le monde est voulu par Dieu, par les dieux, et il y a une hiérarchie. Moi, j'avais beaucoup étudié le travail, par exemple, formidable, qui persiste partout, du pur et de l'impur. Les inégalités du travail hospitalier, c'est le travail digne et le travail indigne, pur et impur. Les inégalités scolaires, elles sont des registres de dignité morale. Les maths, c'est plus digne que la technologie. Je suis désolé. C'est comme ça. Et donc, on a des registres et on a des systèmes fermés, en général, où on ne change pas de caste, on ne change pas d'ordre. Et la critique des inégalités est une critique religieuse. Je vous renverrai à des livres formidables. Alors, puisque tu évoquais Marx, moi je vais évoquer Engels, les guerres de paysans. Weber, d'une certaine manière, qui montre que dans un grand nombre de sociétés, les luttes de classe sont des luttes théologiques. On se bat pour la justice au nom de Dieu, parce que c'est Dieu qui a organisé les inégalités du monde. Voilà. Et ce qu'on pouvait croire il y a bien longtemps au relevé de la très ancienne histoire, eh bien, ça nous reclaque aujourd'hui à la figure, si on regarde la planète telle qu'elle est, un grand nombre de conflits sociaux et politiques sont vécus comme des conflits religieux, sont vécus comme des conflits théologiques, dont l'enjeu est la définition de la nature même de la vie sociale et des inégalités. Après tout, les inégalités de sexe, les inégalités entre les nationaux et les étrangers, les inégalités tenant à la beauté, par exemple, sont des inégalités extrêmement fortes, relèvent de ce registre des inégalités. Vous n'ignorez pas que toute la pagaille vient de la révolution démocratique. Je vous renverrai au livre classique de Dumont. C'est-à-dire de cette espèce de mouvement qui consiste à dire qu'en réalité, les hommes sont égaux. En réalité, en principe, pas pratiquement, mais fondamentalement égaux. Voilà. Et que, à partir de là, évidemment, les inégalités deviennent un scandale. Le contrat théologique est remplacé par un contrat social. C'est la politique qui organise le monde et ça n'est plus la volonté des dieux. Et si ça nous intéresse tant cette histoire, c'est parce que nous vivons, au fond, à partir de là, dans une contradiction fondamentale qui ne nous a pas, de mon point de vue, abandonnés, qui est notre croyance dans l'égalité fondamentale de tous les hommes, surtout les hommes, je veux dire, de tous les êtres humains, on va dire, et le fait que les sociétés sont inégalitaires, et
d'une certaine manière, je reste persuadé que la sociologie est née de là. La sociologie est née de ce scandale. Marx naît de là, Tocqueville naît de là, Durkheim naît de là, Polanyi naît de là. Nous sommes toujours dans cette histoire. Comment donc penser la vie sociale comme inégalitaire alors que nous sommes convaincus que nous sommes par ailleurs égaux? Voilà. Et il se crée à ce moment-là, dans les sociétés industrielles, un régime d'inégalité très particulier, dans lequel tous les cheveux grisonnants de cette, ou les absences de cheveux de cette salle savent très bien à quoi je fais allusion, c'est-à-dire le régime des classes sociales qui a dominé, c'est très troublant pour moi, ce régime a dominé complètement la sociologie, pas seulement la sociologie marxiste, je veux dire la grande sociologie américaine des années 50, c'était une sociologie des classes sociales, comme ça. Stratification et classe sociale, c'était ça le grand problème. Et cette sociologie-là, je vous renverrai évidemment au nom, Alvax, parce que j'ai mis volontairement du nom marxiste, Alvax, Aron, Dahrendorf, Touraine, Bourdieu étant le plus marxiste, mais pas franchement marxiste, voit le monde à travers les classes sociales. Et cette vision du monde, quand j'étais étudiant, vous n'avez pas la chance que les universités l'étaient, c'était aussi évident que la pression atmosphérique. Enfin, je veux dire, les classes sociales, c'était l'ordre caché du monde. Voilà. Je dis, c'était pas la description de la société, c'était le mécanisme caché qui faisait fonctionner la société. Les classes sociales étaient des éléments fonctionnels, donc les inégalités étaient fonctionnelles. On appelait ça des modes de production. Les classes sociales étaient des ensembles culturels qui couplaient l'objectivité de la situation à la subjectivité des consciences. Classe en soi, classe pour soi, est-ce qu'on a la conscience qui correspond à la situation, tatati, tatata. Enfin, je veux dire, tout le monde raisonnait comme ça. Et aujourd'hui d'ailleurs, ça reste très fortement marqué dans la sociologie quand n'importe qui parmi nous, et moi le premier, mettons dans une colonne des variables objectives de situation, le métier par exemple, l'activité, dans l'autre des attitudes culturelles, et quand on a un superbe qui 2, on dit bingo, j'ai gagné, l'ordre objectif des structures renvoie à l'ordre subjectif des représentations, il y a donc bien qu'un système. Voilà. C'était ça, le raisonnement en termes de classe sociale. Et j'ajoute que ces classes sociales étaient aussi des acteurs sociaux. Je vous rappelle que tout le monde politique européen a été structuré par un imaginaire politique opposant la droite et la gauche, c'est-à-dire, je dis bien un imaginaire politique, c'est-à-dire d'un côté des forces politiques disant nous parlons au nom des classes dominées et de leurs alliés, et de l'autre côté, nous parlons au nom des classes dirigeantes qui ont la charge d'assurer le maintien de l'ordre social et le progrès économique, ce qu'on appelle la droite. Bon. Vous voyez bien qu'aujourd'hui, on aurait beaucoup de mal à penser ça, mais dans les années 60, dans le petit pays d'où je viens, les sociologues faisaient de très belles enquêtes pour expliquer comment il se faisait que certains ouvriers ne votaient pas communistes, ce qui était quand même une énigme, parce que il allait de soi qu'un ouvrier votait communiste et qu'un patron votait à droite, et le monde fonctionnait comme ça. Donc, pendant un grand moment, les inégalités sociales ont été bouffées, si je peux dire, écrasées par la question des classes sociales, puisque les classes sociales étaient un objet total, d'une certaine façon, ce que ne veut pas dire totalitaire, les classes sociales étaient à la fois ce qu'il fallait décrire et ce qui expliquait ce qu'on décrivait. Les classes sociales, c'était ce que je décrivais par les enquêtes et les statistiques, et le mécanisme des classes sociales était ce qui expliquait ce que je voyais. C'était un explicanda et un explicandum, pourrait-on dire, de manière un peu pédante. Voilà. Et donc, en plus, les classes sociales avaient cette force structurante d'expliquer ce qui n'était pas des classes sociales. On avait une explication de la culture en termes de classe sociale. On avait une explication de la politique en termes de classe sociale. On avait une explication, moi je m'intéressais beaucoup à l'époque à la déviance et à la criminalité, en termes de classe sociale. Les classes sociales, c'était le moteur caché. Voilà.
Donc les inégalités structuraient la vie sociale autour des classes sociales. Évidemment, de manière extrêmement spectaculaire pour quelqu'un comme moi, en 20 ans, ça a disparu de la pensée sociale, mais de manière incroyablement impressionnante. Ça a disparu ou ça s'est réduit à pas grand-chose. Alors ça s'est réduit parce que d'abord, ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de classe sociale, c'est une autre histoire. Ça veut dire qu'on ne voit plus le monde à travers ce prisme. D'abord parce que les classes sociales ont effacé un tas d'autres inégalités. Puisqu'il y a ici des femmes, beaucoup, dans les années 70, quand les femmes râlaient, on leur expliquait qu'elles trahissaient le combat de classe. Que sans doute était-elle un peu inégale, mais il ne fallait pas exagérer. L'inégalité de classe dominait. Les inégalités de génération n'étaient pas vues, les inégalités de culture n'étaient pas vues. Je veux dire, le modèle effacé d'autres inégalités. Les classes sociales se sont aussi beaucoup heurtées à ce que Edgar Morin a appelé très joliment le cracking culturel, c'est-à-dire la juxtaposition d'une structure de classe et d'une culture de masse. C'est quand même un drôle de problème. Aujourd'hui, c'est très banal, les gens qui quittent la culture parlent de régime omnivore. Mais pendant très longtemps, au fond, il y avait un mode de vie ouvrier, une pensée ouvrière, un mode de vie bourgeoise, comme au fond deux sociétés se regardant. Aujourd'hui, bien sûr, il y a ceux qui étudient les Pinson Charlot, des riches parmi les riches, ceux qui étudient des gens comme François Duvet, les pauvres parmi les pauvres, mais entre les deux, il y a 80% des gens qui ne sont pas blanc-bleu, je veux dire, qui flottent, enfin je veux dire, qui sont dans des choses beaucoup plus compliquées. D'autre part, il y a beaucoup de mobilité sociale. Ça dépend comment on la compte, mais je ne veux pas rentrer dans des débats techniques là-dessus. Si vous considérez que la mobilité sociale, c'est aller de tout à fait en bas à tout à fait en haut, il n'y a pas beaucoup de mobilité sociale. Si vous considérez que la mobilité sociale, c'est monter un petit peu ou descendre un petit peu, il y en a beaucoup. Le ménage ouvrier, il n'existe plus beaucoup, c'est plutôt le ménage, il est ouvrier, elle est employée, alors ils sont quoi? Et leurs gamins ont fait des études. Enfin, je veux dire, ça a beaucoup bougé. Et enfin, peut-être surtout, on se heurte au progrès de la statistique. Je veux dire, plus la statistique est sophistiquée, évidemment, plus les catégories de classe sociale s'effritent devant, voilà, quelqu'un qui connaît bien ça, qui vient d'entrer, s'effritent, les moyennes sont remplacées par les autres ratios. Les moyennes sont remplacées par les distributions. La statistique des classes sociales était une statistique en tracteur, enfin je veux dire, c'était robuste parce que c'était robuste, parce que c'était un peu grossier. Donc ce régime, on voit bien qu'il disparaît, et quand je demande à mes étudiants de Bordeaux quelles sont les grandes inégalités sociales aujourd'hui, il y a 20 ans, ils me disaient les patrons et les ouvriers, puis ils parlaient à peine du reste. Aujourd'hui, quand je leur pose la question, il n'y a quasiment plus de patrons et d'ouvriers. Il n'y a que le reste. C'est-à-dire les hommes, les femmes, les immigrés, les pas immigrés, les quartiers, la ville. On a changé de logiciel, on a changé de manière de voir les inégalités sociales. Pour entrer dans l'idée, au fond, que les inégalités n'ont pas disparu, loin de là, mais la question qui se pose, c'est font-elles structure? C'est-à-dire, les inégalités, est-ce que ça fait un système, véritablement? C'est-à-dire, est-ce que, par le biais des inégalités, je rentre dans le cœur de l'ordinateur, dans le cœur de l'horloge, où je vais recomposer le fonctionnement de la société? Et là, ça devient très difficile, parce que, je le répète, en dehors des deux extrêmes, des plus riches parmi les plus riches, des plus pauvres parmi les plus pauvres, on n'a plus vraiment de superposition des registres. La culture, enfin tous les travaux le montrent, le lien entre les revenus et la culture est un lien qui se détend, le lien entre les études quand on regarde de près et la position sociale est un lien qui se détend, enfin qui n'est plus de même nature. Si on prend la situation des femmes, bon, la période où c'était pas compliqué, elles étaient ménagères, femmes de leur mari, et c'est un peu compliqué. Il y a une inégalité homme-femme, c'est peu contestable, mais il y a aussi des femmes très en haut quand même, et puis des femmes très en bas. Bon, tout ça,
c'est atomisé, et les gens dans les enquêtes que je fais vous disent je suis inégal en tant que. Je suis égal en tant que. Je suis inégal en tant que femme, mais je ne suis pas inégal en tant que cadre. Je suis inégal en tant qu'issu de l'immigration, mais en tant qu'issu de l'immigration ayant des diplômes, et il y en a beaucoup, je ne suis pas inégal. Enfin, donc, tout dépend des critères que je vais introduire. C'est que la conscience des inégalités s'exacerbe, de mon point de vue. Les sondages le montrent, on a le sentiment que le monde est de plus en plus inégal. Probablement parce que la structuration des inégalités explose. Alors je vais le montrer à travers le cas de l'école. C'est un cas très très intéressant parce que l'école était un objet très commode pour les sociologues, pour des raisons toutes bêtes. D'abord, on est dedans. Ensuite, on a eu des statistiques très maîtrisées. On peut mesurer les choses très bien en termes de mobilité sociale, de reproduction, de non-reproduction. Donc, on voit bien comment ça se joue. Évidemment, quand vous êtes dans un système de caste, c'est pas compliqué, le monde est simple, il y a ceux qui y vont et ceux qui n'y vont pas à l'école. Et je rappelle que dans un grand nombre de pays, ça reste le taux de scolarisation des petits-enfants qui reste le critère décisif des inégalités sociales. Quand vous êtes dans des pays dont certains viennent ici, ce qui compte, c'est le nombre d'enfants qui savent lire. Ce n'est pas vraiment des inégalités de classe, ce n'est pas vraiment des inégalités multiples, c'est des inégalités de caste. Est-ce qu'on peut les renverser, ne pas les renverser, etc. Dans le système de classe, on a une représentation du modèle scolaire qui repose sur l'adéquation très exacte de la structure de classe et de la structure scolaire. On dit c'est la classe qui commande et c'est la classe qui commande ce qui se passe dans l'école. Ça a été le grand succès de la trilogie, c'est une trilogie d'ailleurs très très amusante des années 60, de gens qui sont idéologiquement plutôt en désaccord, mais qui sont sociologiquement sur les mêmes constats. C'est Coleman aux États-Unis, le fameux rapport Coleman, c'est Basil Bernstein en Angleterre, et c'est Bourdieu en France, et tous les trois disent la structure de classe commande complètement la structure scolaire. Les inégalités économiques deviennent des inégalités culturelles qui deviennent des inégalités scolaires, et on raisonne sur les moyennes, et on en déduit d'ailleurs, pour les plus radicaux, comme Bourdieu en France, mais aussi des Américains, je cherche le nom, Randall Collins, qui a fait un livre qui à l'époque avait eu beaucoup de succès, on dit l'école a une nature de classe. La culture scolaire est une culture de la classe dirigeante. Il y a une finalité du système, et on a longtemps raisonné comme ça. On a raisonné en France comme ça. Je peux en témoigner personnellement jusque quasiment à la fin des années 80. On a raisonné dans ce modèle-là, la structure, parce qu'il y a une structure, commande l'autre structure. Il y a des phénomènes, alors on avait des formules d'homologie structurelle, etc., etc. Quand on entre dans le troisième paradigme, qui est le paradigme qui n'en est pas un, qui est contraire à celui de l'éclatement des inégalités, non pas de la disparition des inégalités, mais de la dispersion des inégalités, de la multiplication des inégalités, c'est-à-dire des registres, des acteurs, des groupes, etc., on va changer le regard sur les inégalités scolaires. D'abord, on va observer que l'homologie inégalité sociale, inégalité scolaire est une homologie pas si claire que ça. Ce que je veux dire par là, je fais allusion à des recherches que j'ai faites récemment avec quelqu'un qui est bien plus compétente que moi en statistique, qui est Marie Duru. On va constater que, bien évidemment, s'il y a une loi, entre guillemets, hein, s'il y a une loi qui fait que si vous êtes socialement plus favorisé, vous avez plus de chances de réussir à l'école, cette loi vaut partout. Hein, mieux vaut être enfant de cadre qu'enfant de travailleur analphabète pour réussir à l'école. C'est une loi
qui vaut au niveau des individus, mais qui ne vaut pas exactement au niveau du collectif. C'est-à-dire qu'on retrouve un très beau et très vieux problème de la sociologie, qu'on appelait, quand j'étais étudiant, le paradoxe écologique. C'est-à-dire que les effets collectifs ne sont pas la somme des effets individuels. Alors qu'est-ce que ça veut dire, cette histoire? Ça veut dire que si partout, mieux vaut être un enfant de cadre pour réussir à l'école qu'un enfant de travailleur, ça ne veut pas dire que l'amplitude des inégalités sociales que l'amplitude, donc la distribution des inégalités scolaires, reflète l'amplitude des inégalités sociales. C'est-à-dire qu'il se passe quelque chose dans l'école en termes de production des inégalités. Pour le dire d'une manière plus simple, il y a des pays, des sociétés dans lesquelles les inégalités scolaires sont plus faibles qu'elles ne devraient être en fonction des inégalités sociales, donc dans lesquelles l'école réduit les inégalités sociales, et des pays, dont le mien, la France, dans lesquels l'amplitude des inégalités scolaires est plus grande que ce que suppose l'amplitude des inégalités sociales. Ce qui veut dire qu'il se passe quelque chose dans la machine, mais c'est très étrange, il n'y a que depuis 20 ans qu'on s'intéresse à ce qui se passe dans la machine. Tant qu'on était dans le paradigme classe sociale, il ne se passait rien, ou pas grand-chose, dans la machine. Il y avait quelques héros, généralement sociologues d'ailleurs, qui avaient franchi des étapes, mais dont on nous disait, oui, il faut des exceptions pour que les règles soient confirmées. Mais voilà, on va changer de sensibilité. Et on va beaucoup s'intéresser à des inégalités qu'on n'avait pas prévues. On n'avait pas prévu, par exemple, la réussite scolaire des filles, qui est systématiquement, sauf en Islande, pour des raisons énigmatiques, liées au volcan, je pense, des choses comme ça. Les filles travaillent, mais alors elles ne travaillent pas mieux que les garçons, elles travaillent beaucoup, beaucoup mieux que les garçons, mais là aussi ça dépend des filles. Et puis quand on regarde, non pas la mobilité qui fait que je passe du statut de sous-prolétaire au statut de dirigeant, mais la mobilité plus fine, eh bien, que ça bouge énormément, et qu'il y a les parcours déviants, il y en a énormément, des parcours marginaux, donc que les inégalités, c'est un mécanisme. Et on va, au fond, changer le regard de la sociologie là-dessus, on va rentrer dans une sociologie que vous connaissez bien, qui est, au fond, la sociologie dans le monde scolaire des effets. On va raisonner en termes d'effets. On va dire, derrière cette loi générale qui fait qu'un enfant socialement favorisé a plus de chances de réussir qu'un enfant défavorisé, quels sont les effets qui vont s'accumuler et produire au bout du compte de très grandes conséquences. Donc c'est plus la translation d'une structure sur une autre, structure sociale sur la structure scolaire, c'est la production à l'intérieur même de l'école d'une série d'effets qui vont produire des inégalités à partir d'inégalités initiales, au fond, qui peuvent être relativement faibles. Hein, c'est la force, d'ailleurs, des raisonnements économétriques. Ça m'embête de le dire, mais ils mettent ça très très bien en évidence. Vous introduisez une toute petite différence dans la machine, et vous laissez faire, vous allez voir le résultat final. Donc on a des effets qui vont jouer un très grand rôle, par exemple des effets de mobilisation. Il ne suffit pas d'être pauvre pour échouer, il faut encore être pauvre et peu mobilisé. Et on s'aperçoit que dans les groupes en bas de la hiérarchie sociale, il y a des travaux formidables aux États-Unis, notamment de Hochboul là-dessus, qui montrent que les groupes ont des stratégies scolaires extrêmement différentes, des modes d'éducation, des investissements, et que, au fond, les inégalités, ce n'est pas simplement des phénomènes de structure, c'est des phénomènes produits, autoproduits, etc. Le niveau d'information peut jouer un rôle décisif. Je ne sais pas si vous avez regardé ce reportage, ce film américain qui s'appelle Waiting Superman, je ne sais pas si vous avez vu ça, sur les stratégies des familles noires pauvres à l'égard des charter schools. Enfin, c'est très très impressionnant.
C'est des gens qui vous disent, le problème de l'école, c'est pas la pauvreté des familles, le problème des familles, c'est la nullité de l'école. Pour un Français, c'est très bouleversant, ce changement de paradigme. Donc, vous avez des effets de micro-mobilisation qui peuvent jouer un très grand rôle. Vous avez des effets d'interaction et de stigmate qui peuvent jouer chez les enseignants. Par exemple, on s'aperçoit que les enseignants, en fonction des sociétés, ont des étiologies spontanées d'attribution de l'échec scolaire. Dans le pays d'où je viens, si l'enfant qui échoue s'appelle Mohamed, c'est normal parce qu'il s'appelle Mohamed. S'il s'appelle Kevin, ce qui est un des prénoms choisis par les sous-prolétaires français, c'est normal parce que ses parents sont des sous-prolétaires alcooliques. Et s'il s'appelle Jean-Philippe ou Jean-Bernard, c'est parce que ses parents divorcent. Donc vous avez des étiologies, ça marche, les choix se font différents, mais chaque fois c'est des tout petits choix. Je ne sais pas, bien faire comprendre. C'est jamais, c'est pour ça que ça devient très compliqué la sociologie des inégalités. Quand on quitte le grand paradigme structurel, c'est qu'on entre dans des choses très interactionnistes, très compliquées, qui nécessitent d'ailleurs des appareillages statistiques assez fins pour voir des mécanismes d'agrégation d'inégalités. Vous avez les effets de pair, ce qu'on appelle le school mix. J'ai vu qu'il y a un exposé sur il ne suffit pas de mixité pour effacer les inégalités. Sans doute. Mais l'effet d'homogénéité des publics scolaires est un effet d'accélérateur. Si vous mettez évidemment des enfants faibles scolairement ensemble, il y a un effet accélérateur de la faiblesse. D'ailleurs, tous les parents qui sont d'excellents sociologues, parce qu'il faut, je reviendrai à ça quand même, les acteurs sociaux sont quand même beaucoup moins nuls que postulent souvent les sociologues, le comprennent parfaitement en disant si mon gamin est moyen, il faut que je choisisse le très bon établissement pour qu'il soit aspiré. C'est-à-dire, et il ne se trompe pas. Et il ne se trompe pas. Il y a un facteur qui va intervenir. Vous avez les facteurs marché scolaire. C'est-à-dire que les demandes des parents font marcher, mais les stratégies des établissements, y compris publics, je voudrais le dire là-dessus, font marcher. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit que les établissements publics font leur marché. Simplement, j'ouvre une filière russe, hop, je ferme une filière, je regroupe, je rassemble. Donc, vraiment, les sociétés fabriquent les inégalités. Et j'insiste beaucoup là-dessus, il suffit de pas beaucoup d'inégalités initiales pour avoir beaucoup d'inégalités finales. Et c'est très désespérant d'ailleurs, parce que chacun des mécanismes de production des inégalités est un mécanisme assez subtil, assez fin, et donc très difficile à combattre. D'autant plus que celui qui les condamne, il participe, en général. J'ai beaucoup étudié les stratégies scolaires des familles, le fait d'être à gauche ne vous protège absolument pas du cynisme scolaire le plus abominable dès qu'il s'agit de vos enfants. Pas du tout dans le monde sympathique. Vous avez des effets maîtres. Et dans la qualité du maître, qui est aléatoire, d'une certaine façon, joue un très grand rôle. Par exemple, on a montré avec ma copine Marie Duruc que la qualité du maître de cours préparatoire détermine 20% de la carrière scolaire de l'élève, plus que son origine sociale. Tomber sur un institut performant, ou sur un médecin performant, c'est quand même vachement bien. Alors, évidemment, si vous avez l'inégalité sociale au départ, plus l'effet maître que vous allez choisir parce que vous avez plus d'informations sur le système, eh ben vous en rajoutez. Mais en même temps, vous pouvez vous dire, si on formait les maîtres mieux, peut-être qu'on pourrait créer un peu d'égalité. Vous avez des effets d'organisation. Je veux dire, on peut multiplier les effets, on sort d'un système, mais en ce cas, si on ne veut pas que la sociologie des inégalités soit une sorte de pure description infinie des inégalités, il faut mettre en évidence, pardonnez-moi de vous donner ce conseil, il faut que votre thèse soit intéressante, il faut mettre en évidence un mécanisme. Un mécanisme. C'est-à-dire un processus dont on peut dire voilà quel rôle il joue dans un mécanisme d'engendrement, un mécanisme au sein d'un mécanisme d'engendrement général. Je signale d'ailleurs que nos amis et néanmoins concurrents économistes sont
beaucoup plus forts que nous en la matière, et que si on continue à flemmarder dans les coins, ils vont finir par nous priver de boulot. Hein, quand même. Il faut quand même qu'on soit très très précis là-dessus, et de ne pas se satisfaire, pardonnez-moi de dire ça, d'une sorte de dénonciation morale, oh que c'est vilain, ou que c'est laid, ou que c'est nul, ou que c'est... Oui, bien sûr. Enfin, les mécanismes doivent être évidents. Et puis, il peut y avoir des mécanismes feedback. Avec Marie, on en a mis un en évidence, qui est le mécanisme d'emprise, qui est au fond tout à fait étonnant. Le mécanisme d'emprise, c'est que plus vous croyez que les diplômes doivent jouer un rôle décisif dans la carrière sociale et professionnelle des individus, plus vous avez un effet retour qui est l'accentuation des inégalités scolaires. Et c'est très intéressant pour la France. En particulier, la France est un pays qui, je crois, en termes de conscience politique, véritablement déteste les inégalités scolaires, parce que, comme j'avais dit dans un livre ancien, l'école est une sorte d'église chargée de créer un monde juste, etc., dans notre modèle républicain. Mais plus vous croyez qu'à cause de ça, le diplôme va déterminer la carrière des individus, plus vous avez un effet retour qui fait que les stratégies des acteurs sont productrices d'inégalités. Et donc, vous avez des magnifiques mécanismes complètement tordus. Et là, la sociologie est utile, au fond, parce que si elle permet de dire aux gens, arrêtez de dire je veux que les diplômes déterminent le destin scolaire des individus, parce que si plus vous le direz, plus vous fabriquerez les mécanismes que vous croyez condamner. Si vous êtes convaincu que le destin scolaire, le destin social d'un individu est déterminé par son niveau scolaire à 17 ans, eh bien, en tant que parent et en tant qu'élève, vous avez intérêt à creuser le plus obstinément possible les inégalités scolaires, puisque la valeur d'un diplôme étant évidemment sa rareté. Voilà. Ce qui fait que, par exemple, puisque les petits Français passent aujourd'hui le bac, on sait bien qu'il n'y a que les enfants de pauvres qui passent le bac, les autres, ils vont chercher des bacs scientifiques et des mentions. Ils ont parfaitement compris qu'avoir le bac, ce n'était pas franchement décisif dans la vie. Et qu'ils ont donc intérêt à creuser des inégalités au nom même de cette croyance en l'égalité scolaire. Donc on pourrait multiplier les modèles, mais voyez comment la sociologie des inégalités est passée d'un modèle hyperstructurel, d'une certaine façon, à un modèle qui est méthodologiquement complètement différent, très interactionniste, hein, c'est-à-dire le maître, la classe, le regard, et puis on a les mêmes choses dans la santé, la rencontre du médecin, du malade, du diagnostic, etc., etc. Donc très micro. De notre côté, on a des modèles statistiques de plus en plus fins et très souvent quand même de type économétrique. Enfin, on s'intéresse plus aux ordres de ratio, distribution qu'aux moyennes. Et donc on a changé là aussi de paradigme. Au fond, le risque qu'il peut y avoir là, je le dis nettement, c'est que la sociologie devienne une sorte d'ingénierie sociale, moi je l'ai fait, et que l'idée même de société se dilue dans cette mise en évidence infinie de mécanismes, d'observation locale, etc., etc. Et au fond, on aurait gagné en technique et en intelligence peut-être, mais on aurait perdu en termes de fonction sociale de la sociologie, qui est de produire, au fond, quand même une représentation rationnelle et organisée de la vie sociale. Voilà. Je crois qu'on est un peu dans cette situation. C'est pour ça que je voulais, sur le cas de l'école, montrer que ce raisonnement sur ce que j'appelle les régimes d'inégalité, ce n'est pas simplement des sujets de cours de première année, comment on passe des classes aux classes, et puis des classes à des ordres plus complexes, mais c'est aussi chaque fois des outillages, des modèles, des manières de faire qui sont mobilisés. Et aujourd'hui, comme nous sommes dans cette situation où notre conscience démocratique est quand même, Tocqueville a gagné, on a une conscience démocratique de plus en plus forte, et que les inégalités ne se résolvent pas, eh bien au fond, l'indignation nous servirait de cadre. J'ai lu, pardonnez-moi de vous dire ça, vous êtes en thèse, beaucoup d'entre vous, et je lis beaucoup de thèses de jury, très souvent on se rend compte que les bons sentiments font fonction d'hypothèses, quoi. Alors les bons sentiments, évidemment, ils sont sympas, mais
C'est pas terrible. Enfin, je préfère les bons sentiments que les mauvais sentiments, mais les bons sentiments ne font pas forcément les bons raisonnements. Voilà. Il y a une sorte comme ça de je condamne, je montre, je dénonce, et alors il faut quand même refabriquer un peu de cohérence. Alors pour fabriquer tout ça, puisque c'est plus du côté de la structure, on va le trouver. J'imagine mal demain qu'on refabrique une représentation de type fonctionnalisto-marxiste en disant il y a 4 grandes classes sociales bien définies qui commandent un jeu, etc. Je l'imagine un peu mal. On a cette espèce de tension continue des inégalités. C'est peut-être du côté de la philosophie politique, mais pas de la philosophie politique des philosophes politiques, mais de la philosophie politique des acteurs sociaux qu'il faudrait retrouver des principes d'interprétation et de cohérence. Alors je vais aborder ici le troisième point. Au fond, ce qui compte vraiment, sociologiquement, c'est les inégalités considérées comme injustes. Parce que c'est elles qui font agir. Au fond, les inégalités considérées comme justes, donc comme allant de soi, c'est un problème. Je répète, c'est presque un problème de statistique. Au fond, il suffit de... Pour les révéler, c'est pas compliqué, il suffit de mesurer et on les a. Le problème, c'est celles qui scandalisent, qui indignent, qui créent des mouvements sociaux, qui en créent des protestations, qui se retournent au fond contre elles-mêmes dans la vie sociale. Je rappelle d'ailleurs, quitte à être un peu désagréable, que la plupart des inégalités, mes collègues les plus radicaux considèrent que, comme tout le monde, que les inégalités qui leur sont favorables sont particulièrement justes. Je veux dire, moi je suis d'un pays où on considère qu'être mieux payé quand on est plus vieux, c'est juste. Moi je ne suis pas convaincu, parce que j'avais plus besoin de fric quand j'étais jeune et que j'avais les enfants jeunes d'ailleurs. Voilà, mon ami Chauvel, qui est très scandalisé par les inégalités des favorables jeunes, maintenant qu'il commence à vieillir, il est de moins en moins scandalisé. Voilà. Voilà. Bon, enfin, non, mais c'est... Voilà, il faut quand même accepter un peu, je dis, une vision un peu nietzschéenne, enfin, nietzschéenne au sens soft, quoi, mais enfin, on n'est pas dans un univers angélique. Voilà. Et donc, il faut regarder très précisément les relations entre les inégalités qu'on mesure et la perception et la conscience de ces inégalités. Alors, je vais partir de 2 constats extrêmement simples. Nous disposons aujourd'hui de très grandes enquêtes internationales qui valent ce qu'elles valent, mais quand même qui ont le grand mérite d'exister. Les enquêtes ISSP, par exemple, sont des banques de données incroyables. Vous avez une enquête sur la perception des inégalités qui est passée dans 40 pays, avec les mêmes questions. Même si on ne croit pas aux enquêtes, ça reste quelque chose d'impressionnant. Donc vous pouvez faire des choses extrêmement simples, c'est vraiment de la cuisine, mais bas de gamme, mais vachement intelligente. Vous mesurez des indicateurs d'inégalité sociale globale, je sais pas, bête coefficient de Gini. Et puis vous prenez les réponses aux questions, dans une quarantaine de pays, il y a une question, c'est les inégalités, vous semble-t-elle intolérables. Et vous vous rendez compte qu'il n'y a aucun lien entre les inégalités, on est au niveau du collectif, entre les inégalités réelles, celles que mesure l'écart de revenus entre les 10% les plus riches et les 10% les plus pauvres, et la perception des inégalités. Il y a, je ne suis pas un fanat du PowerPoint, mais j'aurais pu amener des tableaux, c'est magnifique. Vous mettez en abscisse les inégalités de revenus dans les pays, vous mettez en ordonnée le taux de réponse, les inégalités dans le pays où je vis me paraissent scandaleuses, et vous voyez que, ben non, vous avez des pays très inégalitaires dans lesquels les inégalités sont perçues comme moyennement scandaleuses. Je cite les États-Unis, le Japon, la Nouvelle-Zélande, l'Australie, le Canada, plutôt partie de ces pays-là, le Canada est un pays peu inégalitaire. Vous avez des pays dans lesquels les inégalités sont très faibles,
Et les gens les trouvent tout à fait raisonnables. Mais vous avez aussi des pays dans lesquels les inégalités sont très faibles, les gens les trouvent absolument scandaleuses. Par exemple, les Français, les Allemands, les Autrichiens, dont le taux d'inégalité est presque 2 fois inférieur à celui des États-Unis, sont 2 fois plus nombreux à trouver que les inégalités sont scandaleuses. Les Norvégiens trouvent que les inégalités sont plus scandaleuses en Norvège que les Américains aux États-Unis. Alors on peut dire que les Américains sont des crétins, ce qui est souvent une hypothèse, quand même très, très peu raisonnable. Et vous vous rendez compte assez rapidement que d'une certaine façon, ce qui structure la représentation des inégalités, c'est qu'il y a, alors je vais parler comme parlait le vieux Durkheim, qui disait tout n'est pas contractuel dans le contrat, il y a un contrat qui précède le contrat. Ben, oui. Au fond, si on prend les catégories, vous savez, de l'État-providence d'Esping-Andersen, qui dit qu'il y a des pays sociaux-démocrates, libéraux, plutôt communautaires, etc., bon, on se rend compte que oui. Il y a des pays dont le modèle politique est beaucoup plus tolérant à l'égard des inégalités, et que d'autres dans lesquels le modèle politique est moins tolérant. Il y a des structures culturelles qui font que les inégalités, au fond, on les appréhende pas comme un effet des inégalités, mais comme un effet de la rencontre des catégories de justice qu'on a dans la tête et des inégalités que l'on rencontre. Et ça, c'est très intéressant parce qu'on se repose d'autres questions que celles des inégalités, c'est comment tiennent les sociétés. Quelle est la nature, au fond, du contrat social qu'il y a derrière les sociétés. Je vais prendre un exemple tout bête. Plus les gens vous disent « je vis dans une société où le mérite est récompensé », plus ils sont convaincus que les inégalités sociales sont tolérables. Bon. Autrement dit, plus il y a d'égalité des chances, moins les inégalités sociales sont scandaleuses. D'accord. Sauf que la perception que j'ai de la mobilité sociale n'est pas du tout le reflet de la mobilité sociale réelle. C'est une croyance. C'est une croyance. Les Américains sont convaincus de vivre dans une société dans laquelle il y a beaucoup de mobilité sociale. D'accord? Les Français, dans une société où il n'y en a pas. Or, il y a plus de mobilité sociale en France qu'aux États-Unis. Il y en a plus. Pour des raisons qu'on pourrait expliquer, parce que les inégalités sont moins grandes, etc. Et donc, vous êtes renvoyé quand même à des vieilles et belles questions de la sociologie qui ne consistent pas à mesurer comme ça sa petite inégalité dans son petit coin, mais des questions qui avaient beaucoup passionné le père Weber. Vous voyez revenir l'éthique protestante. Vous voyez revenir des modèles de justice. Vous voyez revenir des belles questions sociologiques, de ce que mon ami Jeffrey Alexander appellerait de la sociologie culturelle, de ce que fait Michel Lamont actuellement. C'est-à-dire que vous voyez revenir des catégories morales globales qui donnent sens aux inégalités et qui les restructurent d'une autre manière. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Il y a le très beau livre de Michel Lamont qui compare la représentation des inégalités chez les ouvriers français et les ouvriers américains. C'est pas les mêmes. Les Français croient dans l'État, les Américains croient en eux-mêmes. Voilà. Si je crois en moi, je suis désolé, les inégalités qui m'incombent, j'en suis quand même plutôt responsable. Alors on peut dire c'est nul, c'est lamentable, oui, d'accord. C'est des questions absolument passionnantes. Absolument passionnantes. Je veux dire, l'idée de coupler les inégalités et la conception, la représentation, les indignations, les jugements qu'on fait là-dessus. Si je raisonne au niveau des... Ça, c'est des sociétés. C'est très compliqué le raisonnement en termes de société, dire l'Amérique, la France, l'Angleterre, le Canada, c'est très compliqué parce que... et alors, je n'ose pas dire la Suisse, parce que la Suisse, quand vous pensez que les gens de Fribourg et les gens de Lausanne n'arrivent pas à se causer, alors, sauf ici. Mais bon, non, j'allais dire les gens de Lausanne, les gens de Genève, les gens de Genève n'arrivent pas à se causer. Bon, donc, il est évident qu'il faut regarder au niveau des individus. Mais au niveau des individus, on a exactement les mêmes résultats. C'est extrêmement intéressant. Il vient de sortir un livre en France, et c'est pas le premier, j'en avais de mon côté fait un,
mais un très bon livre de Michel Forcé et d'Olivier Galland, qui ont fait passer une enquête absolument sur votre représentation des inégalités. Et on s'aperçoit que les inégalités, les gens choisissent des inégalités parmi d'autres. Il y a des inégalités qu'on ne voit pas. Par exemple, les gens sont extrêmement sensibles aux inégalités de revenus et pas aux inégalités de patrimoine. Celles-ci paraissent justes. Moi, elles ne paraissent pas justes. Hein. Je trouve que c'est pas bien de profiter des inégalités dont on hérite. Mais elles sont beaucoup moins perçues. Les inégalités de discrimination sont fortement perçues et pas par les groupes a priori discriminés. C'est quand même vachement intéressant. Ce qui choque évidemment beaucoup mes collègues universitaires. Ah ben oui. Autrement dit, la perception des inégalités n'est pas, pour l'essentiel, le reflet, l'effet des conditions de vie des gens. C'est une position morale, sociale, c'est une construction culturelle, c'est pas le produit des inégalités. Pour parler le jargon, la part de variance expliquée par la condition sociale est beaucoup plus faible que les traditions religieuses, et par exemple que le choix politique. Les opinions politiques expliquent 45% de la variance. Pierre Durand sait que 45% de la variance, c'est énorme. Donc vous avez une seule variable qui explique 45% des autres. Et comme le choix politique n'est pas le reflet de la position sociale, vous voyez bien que ce qui vaut pour les pays vaut aussi pour les individus. On a des choses qui sont des mécanismes classiques de réduction des dissonances. Par exemple, les bas revenus sous-estiment les hauts revenus. Bon, heureusement. Moi, je serai en colère. Et les hauts revenus surestiment les bas. Heureusement, autrement, ça leur empêcherait de jouir de leurs hauts revenus. Bon. Donc, il y a un tas de mécanismes qui font que la sociologie doit, à mon avis, investir très sérieusement ça en termes de combinatoire de comment se constituent les inégalités. Puis il y a de vrais choix moraux, par exemple. Il y a une très belle question qui est posée sur quel type de société choisiriez-vous comme étant la meilleure. Et comme Forcé plutôt rawlsien, comme moi d'ailleurs, il propose des scénarios de société, une plutôt égalitaire, avec des pauvres mais des riches pauvres aussi. Une société très inégalitaire, avec des pauvres pauvres, mais des riches riches et nombreux. Voilà. Puis une société rawlsienne, c'est-à-dire les pauvres ont de hauts revenus, et les riches sont riches, mais voilà. D'une certaine manière, la richesse des riches n'affecte pas négativement la pauvreté des pauvres. 75% des gens sont rawlsiens. C'est plutôt sympa. C'est-à-dire qu'ils veulent une société, au fond, qui traite le mieux possible les plus défavorisés, tout en permettant à ceux qui auraient du mérite quand même d'avoir un espace de sortie. Ils ne sont pas pour la Corée du Nord. C'est-à-dire tout le monde est pauvre, sauf Kim Il-jung. Mais ils ne sont pas non plus pour Dallas, c'est-à-dire le feuilleton. Voilà, ils sont... Voilà. Donc vous avez des vrais calculs, des vraies perceptions des inégalités, et qui sont des vrais objets de sociologie. C'est-à-dire qu'il faudrait aller plus loin, voir quels sont les principes qui organisent ces jugements, etc. Et donc, nous aurions intérêt à chercher une sociologie des inégalités du côté, probablement, de mon point de vue, d'une sociologie de la justice. C'est-à-dire, sociologie de la justice, c'est-à-dire quels sont les principes de justice qui font que qui médiatisent notre rapport au monde. Plutôt que de dire, il y a des inégalités objectives, puis les gens... Non, de dire, au fond, il y a des inégalités objectives, bien sûr, mais comment les acteurs les perçoivent, les anticipent, lesquels ils acceptent, lesquels ils voient, lesquels ils ne voient pas, lesquels les indignent, lesquels ils ne voient pas, et comme les indignent, pourquoi les indignent. Et ça, je peux vous dire que c'est une formidable question que j'avais posée dans un livre que j'avais fait. C'est quand j'avais vu, mais ce n'est pas une découverte, que tout le monde pouvait dire voilà ce que je trouve injuste, ça c'est pas compliqué. Mais surtout que tout le monde pouvait dire voilà pourquoi ce que je trouve injuste est injuste.
C'est-à-dire que n'importe qui est capable, n'importe qui, je dis bien, est capable d'être un sujet énonçant les principes de justice au nom desquels je trouve que ce qui est injuste est injuste. Et donc, vous pouvez remonter vers des processus politiques, moraux, etc. Ce qui renvoie d'ailleurs à une question très intéressante en termes d'inégalité sociale, c'est la question de l'attribution des causes des injustices. Alors j'ai été très frappé, là je fais allusion à des travaux que j'ai faits, j'ai été très frappé par le fait que nous les sociologues, on attribue quasiment de manière automatique, on est resté très, très fonctionnaliste, très marxiste, très Bourdieu, très Durkheim, un peu de manière naturelle là-dessus. On dit les gens sont indignés par des inégalités et au fond attribuent ces inégalités injustes à des causes sociales. Automatiquement. Voilà. Parce qu'on a, moi, le premier, j'avais dans la tête, c'est les patrons qui s'enrichissent, les riches qui s'en mettent plein les poches, la finance qui, etc. Eh bien, je crois qu'on va très très vite en affaires. Il y a aussi une économie morale. C'est-à-dire que les gens attribuent des inégalités, des injustices sociales à des causes morales. Pas uniquement à des causes sociales. Et ça, Michel Lamont l'avait très très bien vu dans ses livres. Je peux attribuer des injustices à la méchanceté des hommes. Méchanceté. Les gens vous disent, oui, les patrons sont tous des salauds, mais le mien, il ne s'aime pas. C'est un problème, ça. Les profs, je prends l'exemple des profs, pour bien montrer. Les profs sont des gens qui ont tous été élevés en France, à Bourdieu-Passeron, quoi, pour dire les choses sommairement. Quoi. Bon, c'est-à-dire que je leur dis quelles sont les causes des inégalités scolaires. Ils disent évidemment le capital culturel, patata patata. Et vous dites comment ça se passe quand tu as un gosse d'origine modeste qui échoue. Logiquement, le prof devait dire au gamin qui échoue d'origine modeste, t'as échoué, t'as pas de peau, ton père est ouvrier, t'as pas de capital culturel, t'as pas de... Ben non. Il va immédiatement oublier qu'il vote Besancenot et qu'il lit Bourdieu tous les matins. Il va dire au gamin, tu peux si tu veux, tu as les mêmes chances de réussir que toi, ce qui est vrai statistiquement d'ailleurs, je vous le signale, parce qu'au niveau de l'individu, on est dans une indétermination statistique. Il va lui dire, t'as qu'à te remuer, tu as la capacité. Et d'ailleurs, s'il disait au gamin, tu échoues, c'est pas ta faute, c'est parce que tes parents sont ce qu'ils sont, le gamin lui mettrait un pain. Parce qu'évidemment, il priverait moralement l'élève de sa liberté. Il dirait, tu n'es même pas un acteur, tu es le produit de détermination. Donc, d'une certaine façon, dans notre propre vie, nous sommes incapables de tenir les raisonnements que nous tenons sociologiquement. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Et nous aurions peut-être intérêt, si on veut que la sociologie nous dise quelque chose, à aller regarder de très très près dans ces affaires-là, dans ces phénomènes d'attribution. En particulier, se pose une question, aujourd'hui, qui est très très intéressante, c'est est-ce que les victimes des injustices sont innocentes? Alors, comme dans les sociologues, ça va de soi, les victimes des injustices sont innocentes. Mais quand vous allez voir les gens, ils vous disent attends, évidemment le chômage est une injustice abominable, mais ça ne prouve pas que les chômeurs ne sont pas responsables de ce qui leur arrive. Évidemment, l'échec. Alors, si je vous dis ça, vous allez hurler, bon, vous avez raison. Mais évidemment, l'échec scolaire est une injustice abominable, mais quand je suis en face de mes étudiants, je pense que s'ils ont échoué, c'est quand même parce qu'ils ont fait un petit effort pour échouer. Et on pourrait aller sur la maladie, comment la maladie, ça consiste à distinguer des causes dont je suis responsable à des causes dont je ne suis pas responsable, etc. Donc, nous aurions intérêt, puisque ça n'est plus du côté de la structure, je ne sais pas si vous me faites comprendre, qu'on va trouver des mécanismes généraux qui nous font passer de l'explication des inégalités à l'explication de la vie sociale, à peut-être les chercher du côté des mécanismes de la production des inégalités, bien sûr,
mais aussi des mécanismes de l'attribution morale, normative, et au fond de ne laisser ni complètement intérêt aux économistes, ni complètement aux philosophes. Je pense qu'on pourrait probablement retrouver un peu de souffle sociologique sur ce genre de questions qui passionnent en plus les gens. Je dois dire, parce que bon, personne n'est dupe de ce genre d'affaires. Dernier point, je connais un peu le temps de parler, je fais aussi l'hypothèse que ce serait une manière d'intervenir dans la vie sociale. Je crois, comme le disait Émile, que la sociologie ne vaudrait pas une heure d'effort si, etc. Bon. Je le crois d'autant plus que, d'une certaine façon, nous sommes dans, je le dis aux futurs étudiants, aux futurs professeurs qui sont dans cette salle, nous sommes dans un monde à réactivité très lente. Le monde académique est un monde quand même qui ne vit pas dans un état d'excitation intellectuelle permanent, et c'est plutôt en faisant ce qu'on appelle aujourd'hui de manière un peu convenue de la publique sociologie, c'est-à-dire il faut que la sociologie quand même dise quelque chose et ne laisse pas le monopole de l'interprétation de la vie sociale à Luc Ferry en France, à Alain Finkielkraut. Enfin, c'est désolant de bêtises. Il faut que il faut qu'on dise quelque chose, quoi. On ne peut pas laisser la représentation de la vie sociale se développer comme si nous n'étions pas des gens qui passons notre vie à faire des entretiens, à faire des observations, à faire des statistiques. Zut, quand même, on a la capacité de dire quelque chose. Mais évidemment, il ne faut pas simplement dire je vais intervenir pour vous dire que tout ça est abominable, que les inégalités c'est très très mal, et que voilà, autrement personne ne vous écoute parce que personne ne le croit que ça se passe comme ça. Donc, je crois qu'il faut que nous essayons de comprendre comment se constituent comment dirais-je, des dramaturgies des inégalités qui sont à la fois des modèles cognitifs, et des modèles moraux et des modèles politiques. Voilà. Comment, au fond, les représentations des inégalités ne sont pas simplement des petites choses qu'on étudie statistiquement, mais sont aussi des choses morales et aussi des choses politiques, c'est-à-dire qui engagent l'action. Alors je m'étais, en partant d'observations toutes bêtes qui étaient auprès de mes étudiants, pourquoi mes étudiants d'un seul coup voyaient plus d'ouvriers et de patrons? Pourquoi mes étudiants d'un seul coup voyaient plus de pauvres et de riches? Ils ne voyaient plus que des hommes et des femmes, des minorités sexuelles et des majorités sexuelles. Pourquoi ils ne voyaient plus que des immigrés et des Français de souche? Pourquoi un monde avait disparu et un autre apparaissait, alors que ce qu'ils voyaient apparaître existait dans l'ancien monde, mais on ne le voyait pas? Et pourquoi dans le nouveau monde où il se constitue, quand il étudie les inégalités, l'ancien monde paraît avoir disparu, alors que, je suis désolé, il existe, il est toujours là. Et donc, je me suis posé la question, au fond, des modèles que nous avions en tête. Et je ne me suis pas posé uniquement pour le plaisir de me la poser, mais aussi parce que ça oblige c'est un mode d'intervention dans un débat public, et c'est aussi un mode d'argumentation plus ou moins rationnelle, mais plutôt plus rationnelle que l'espèce d'agitation sentimentalo-indignée qui fait quand même le béaba de notre vie. Donc, je me suis livré à des exercices comme ça, en me disant qu'est-ce que serait une école juste, par exemple. Pas une école juste, c'est-à-dire au sens une école juste, une école dans laquelle tout le monde réussirait de la même manière, puisqu'une école dans laquelle tout le monde réussirait de la même manière, c'est une école dans laquelle personne n'irait. Parce qu'on va à l'école pour obtenir un bien différentiel. Hein, voilà. Donc, qu'est-ce que ça serait des inégalités justes? Comment on pourrait imaginer? Donc, c'est des choses qu'on peut faire sociologiquement. C'est-à-dire, on peut raisonner, évidemment, avec des principes, mais on peut aussi raisonner avec des statistiques. Qu'est-ce qui se passe si on fait ça? Qu'est-ce qui se passe si on fait ça? Et donc, je me suis intéressé à ça, et j'avais distingué, mais on peut probablement construire d'autres paradigmes, deux grands paradigmes de la justice, disant, au fond,
que je dis n'est pas très original. Après la Révolution française, on est dans cette contradiction qui dit d'un côté nous sommes tous égaux et de l'autre la société est inégalitaire. Bon. Comment faire pour que ça explose pas? C'est une question d'ailleurs qui est très intéressante parce que les pères fondateurs de la Révolution américaine se la posent tout de suite. Et les constituants français se la posent tout de suite. Ces gens ne sont pas du tout des imbéciles. Ils se disent, au fond, en disant qu'on est tous égaux, on a foutu un drôle de bordel. Parce que dire, bon, on est inégaux, mais c'est Dieu qui l'a voulu, c'est quand même plus facile comme solution que de dire, nous sommes tous égaux, mais il y aura, comme disait Orwell, il y aura quand même nettement plus égaux que d'autres. Et donc, vous avez deux grands scénarios. Vous avez un scénario qui est le scénario européen, pour dire les choses simplement, qui est le scénario construit dans d'anciennes sociétés aristocratiques et qui disent, au fond, la justice sociale, c'est la réduction des inégalités entre les positions sociales. Hein, c'est de dire, le monde sera plus vivable si la distance entre les plus riches et les plus pauvres est une distance qui se réduira. Bon, qui se réduira progressivement, alors par l'action revendicative du mouvement ouvrier, il y a un acteur. Cet acteur, en plus, il a le sentiment d'être le principal producteur de richesse, donc il peut en appeler à la dette que lui doit la société. Nous sommes les gens exploités qui produisons les richesses, donc vous nous devez de la protection sociale, des salaires, de la santé, de l'éducation, parce que c'est nous qui fabriquons les richesses, ce qui est la grande rhétorique ouvrière, qui a quand même un peu d'allure, si je peux me permettre, c'est pas mal hein, comme discours. C'est l'État-providence qui se met en place, c'est le système de redistribution sociale par l'impôt, et grosso modo, cette politique a eu un âge d'or dans les pays d'Europe occidentale, mais notamment en France, avec les 30 Glorieuses, c'est-à-dire quand vous avez une vraie réduction des inégalités de position sociale, qui fait que, alors ça a pris un langage très bizarre, l'ascenseur social, fadaise, mais au fond, l'écart se réduit. Hein, l'écart se réduit, et on a un modèle de justice sociale qui dit je vais réduire les inégalités entre les classes. Je signale d'ailleurs que jusqu'à il y a 30 ans, dans les pays d'Europe occidentale, tout le monde raisonne comme ça. Tout le monde raisonne comme ça. Je n'ai par exemple pas trouvé de texte de syndicats ouvriers en France réclamant l'égalité des chances scolaires. Il dit simplement la promesse faite aux enfants d'ouvriers, c'est que comme ils seront ouvriers comme leur père, il faut que la condition ouvrière s'améliore. C'est pas de dire nos enfants ont le droit d'être cadres. C'est de dire nos enfants seront ouvriers et on doit améliorer la condition ouvrière. Même discours sur les femmes. Elles seront ménagères. Bon, je suis désolé de dire ça. Et donc il faut améliorer la condition féminine. C'est un modèle assez conservateur, mais vous voyez que vous êtes dans le modèle de la justice. Et évidemment, on s'aperçoit que tous les sociologues ont ce modèle en tête, raisonnent comme ça, et je vous renverrai un livre que j'ai lu en français et que je n'ai jamais retrouvé, qui est un livre de Zombart, Werner Zombart, pourquoi y a-t-il pas de socialisme aux États-Unis? C'est un livre de 1912, je crois. Et il n'y a pas de socialisme aux États-Unis parce que dans le nouveau continent, dans le nouveau monde, ben, c'est pas comme ça qu'on raisonne. On dit les inégalités, comme on n'est pas une ancienne société aristocratique, on dit les inégalités sociales sont acceptables dès lors que chacun a les mêmes chances que tous les autres d'y parvenir. Dès lors que chacun a la même chance que tous les autres de devenir riche, eh bien les inégalités entre les riches et les pauvres sont justes. Et donc vous êtes dans un modèle d'égalité des chances. Et vous vous rendez compte, quand vous raisonnez comme ça, que ce n'est pas simplement des modèles très abstraits, c'est qu'on ne voit plus les mêmes inégalités. C'est ça qui m'a beaucoup frappé. Quand je raisonne en termes de place, je vois des ouvriers, je vois des employés, je vois des patrons. Quand je raisonne en termes de chance, je vois des minorités. Uniquement des minorités. Pourquoi? Parce que les minorités, c'est ceux qui n'ont pas les mêmes chances. C'est ceux qui ont un handicap dans la compétition. Et je n'ai pas les mêmes politiques publiques. Et je n'ai pas les mêmes mouvements sociaux. Et je n'ai pas les mêmes systèmes juridiques. Donc, d'une certaine façon,
avec un petit problème d'inégalité, je vois que se recompose, je ne sais pas si je me fais bien comprendre, au fond, tout un dispositif idéologique et politique qui est une manière organisée de répondre à une question: comment rendre acceptable des inégalités sociales. Et se recompose des mouvements sociaux, se recompose un nombre de choses. La situation des femmes s'est améliorée en France depuis 50 ans. La protestation des femmes s'est beaucoup améliorée aussi depuis 50 ans. Alors que leur situation est meilleure. Pourquoi? Parce qu'on change de modèle. On passe du modèle chance, alors qu'on est dans un modèle place. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Je vais donner un exemple très pratique. Vous avez des inégalités scolaires entre les grandes écoles prestigieuses et les écoles professionnelles très peu prestigieuses, qui donnent des diplômes très peu rentables. Quand vous êtes dans le modèle chance, vous dites qu'il faut que les enfants du peuple aient les mêmes chances que les autres d'accéder aux grandes écoles. Ce qui me paraît, je le dis tout de suite, à la fois sympathique et de la foutaise. Parce que si un jour ils y accèdent, les élites iront se former ailleurs. C'est pour ça que je suis tout à fait proche de Goldthorpe là-dessus. Vous avez le modèle place, qui dit le problème, c'est pas qu'il n'y ait pas d'enfants d'ouvriers dans les grandes écoles. Le problème, c'est la distance entre les grandes écoles et les établissements professionnels. Donc, dans un cas, je mets des dispositifs pour que les enfants de pauvres puissent accéder aux meilleures écoles. Dans l'autre, je dis c'est pas le problème c'est resserrer l'écart entre la grande école qui a tous les bénéfices et la petite école qui n'en a aucun. Alors on peut dire dans un monde idéal, je veux les deux. Oui, mais dans un monde idéal, c'est pas comme ça que nous vivons. Nous vivons dans un monde où on fait des choix. Et les choix que nous avons faits aujourd'hui, c'est le modèle de l'égalité des chances. C'est-à-dire, on promet, on se sent plus capable d'améliorer la situation scolaire des plus faibles, on dit simplement aux plus faibles, si vous méritez de réussir, on vous aidera. Enfin, dans le cas français. Donc vous voyez que vous avez chaque modèle ne vise pas les mêmes cibles, n'a pas les mêmes acteurs, n'a pas les mêmes dispositifs, n'a pas les mêmes catégories. Et peut-être que nous aurions intérêt à bien comprendre ça. Par exemple, des minorités culturelles. La France, vous le savez, est un pays, ça a été le seul pays d'Europe occidentale qui a été, avec la Suisse, mais un pays d'immigrés. C'est un pays qui a toujours accueilli des immigrés. Jusqu'aux années 50, la France n'a pas vu qu'il y avait des immigrés. Il y a un texte extraordinaire de Maurice Alvax, qui n'était pas un crétin. Je raconte toujours cette anecdote. Maurice Alvax fait un voyage en 1930, début des années 30, à Chicago. Il rentre de Chicago enthousiasmé. Les gens de Chicago sont formidables, il faut une sociologie magnifique, écrit Alvax. Sauf qu'il s'intéresse à l'immigration, dit Alvax, qui n'a absolument aucun intérêt pour nous. Or, en 1930, le taux de migrants est le même en France et aux États-Unis. Sauf qu'en France, il n'y a que les ouvriers qu'on voit. Les migrants, on ne les voit pas. Aujourd'hui, on ne voit plus que les migrants, il n'y a plus d'ouvriers. Je ne sais pas si je me le fais bien comprendre. Donc, il faut réfléchir à des affaires comme ça. Qu'est-ce qui fait qu'on passe d'un modèle à l'autre? Qu'est-ce qu'on gagne dans un modèle? Qu'est-ce qu'on gagne dans l'autre? Et je crois que nous pourrions intervenir utilement dans le débat public. Alors que notre intervention qui consiste à dire, vous savez, quand j'étudie telle fille d'attente à tel endroit, il y a des inégalités sociales, c'est très intéressant, mais ça intéresse personne. Je sais pas, je suis vache en disant ça. Ça n'entrera pas. Je ne sais pas, je me fais comprendre. Ça aura de très grandes difficultés à convaincre que la sociologie peut fabriquer aujourd'hui des représentations de la vie sociale organisée, sachant évidemment qu'entre ça et la politique, il y a une distance considérable, énorme, et qu'il faut rester là-dessus très weberien. La logique de la connaissance et la logique de l'action ne sont pas du même ordre. Mais au moins pourrions-nous donner un peu de sens à la logique de l'action, quitte d'ailleurs à rappeler que c'est tragique. Parce qu'au fond, quand on étudie ces problèmes d'inégalité, on se rend compte qu'on ne gagne jamais sur tous les tableaux. Et que d'une certaine façon, il y a un tragique des inégalités et de la justice
Alors ce tragique, on peut le résoudre dans un monde idéal où tout le monde serait parfaitement libre, parfaitement égaux, etc. Mais en attendant ce moment-là, et ça peut durer quand même un petit moment, nous sommes plutôt dans un univers tragique. Par exemple, si vous choisissez la liberté, il n'est pas évident que vous allez satisfaire les dieux de l'égalité. Dans le cadre scolaire, c'est parfaitement clair. Si vous choisissez les dieux de l'égalité, il y a des chances que la liberté n'en sorte pas grandie. Si vous choisissez les dieux du droit à sa culture, il n'est pas évident que vous ne choisissez pas aussi une forme de contrat très rétréci avec un capital social qui se referme sur ses proches. C'est un très très beau texte de Putnam qui montre que plus les inégalités se développent, plus le capital social, il a écrit ça il y a 4 ans, un très très beau texte, lui qui est le chantre du capital social, dit le problème c'est que plus les inégalités se développent, plus les gens replient le capital social sur des semblables. Pourquoi serais-je généreux à l'égard de gens que je ne rencontre plus jamais, etc. Donc, vous voyez, on pourrait re-intervenir, c'est ce que je voudrais dire, ça fait un peu papy, un peu grand-père de dire ça à des thésards, mais comme je lis beaucoup de thèses très précises, et souvent je trouve qu'il faudrait donner un peu de souffle à cette sociologie des inégalités, qui a une sorte de tentation naturelle à devenir une sociologie de la description d'une inégalité. Quelquefois, d'ailleurs, le sociologue devient propriétaire de son inégalité, très fâché quand il apprend qu'un autre s'intéresse à la même inégalité que lui. Voilà. Il est fâché. Bon. Non, il faut prendre des objets empiriques précis, mais leur poser des questions générales. Et au fond, les faits sociaux ne parlent pas, ils disent rien. Donc, si on ne leur pose pas de questions, ils répondront jamais. Il y a quelquefois un risque comme ça de rester dans des choses assez. Alors, on peut faire des statistiques, on peut faire. Moi, je suis plutôt porté sur les entretiens collectifs, etc. Ce n'est pas un problème. La question de méthode est une question d'adéquation, de métier. Il n'y a pas une question philosophique derrière. Mais je crois qu'il faudrait puisqu'on ne peut plus aujourd'hui penser les inégalités en termes de restructuration du monde autour de grands principes d'inégalité, de caste, de classe, etc., même si ça n'a pas disparu, peut-être faut-il réinterroger cette espèce d'émiettement des inégalités et à leur donner un peu d'unité, non pas dans la description, mais dans la nature des principes qui font que les acteurs les perçoivent, les dénoncent, les voient, veulent les combattre, ne veulent pas les combattre, les trouvent justes ou les trouvent injustes. Au fond, ça serait peut-être une manière de ne pas d'éviter ce qui, pour moi, est un peu un danger de la sociologie, une dérive micro-sociologique. Je le dis parce que je ne touchais pas dans le jeu de carrière. La microsociologie, c'est très joli, sauf qu'il faut qu'elle ait une valeur générale. Voilà, quand vous avez l'étude au guichet, qu'elle vaut pour le guichet en question, bon, voilà, c'est un peu embêtant. Il peut y avoir de ce côté-là, et du côté, et aussi ne pas abandonner le terrain macro aux économistes, qui sont devenus très très intelligents, qui ont des outils extrêmement sophistiqués, et qui se posent des questions beaucoup plus subtiles que nous aimons le penser. Et donc peut-être qu'il faut qu'on réintervienne dans le débat public en disant voilà la nature des enjeux, des tragédies, des problèmes, des débats, des dilemmes qui nous arrivent et sur lesquels nous pourrions, nous les sociologues, nous engager. C'est-à-dire, s'engager, ça ne veut pas dire faire un choix moral qui ne coûte rien, ça veut dire s'engager dans un débat et ne pas laisser ce débat la place vide. Quelquefois, je trouve que la voie de la sociologie est un peu trop discrète dans tous ces débats sur les inégalités. Je vous remercie d'avoir eu cette patience. Alors, merci François Dubet de cet exposé qui va susciter des commentaires, des questions de la part de la salle. Donc, j'inviterai les gens qui veulent intervenir, peut-être à s'avancer vers le microphone qui est ici.